Depuis la superbe victoire de Dustin Poirier contre McGregor, on n'arrête pas de parler des calf kicks. Les calf kicks là, les calf kicks ici. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aussi en parler. Donc, comme je le disais, beaucoup ont dit que la clé du succès de Dustin Poirier dans son rematch contre Conor McGregor, c'était les calf kicks. Et je dois dire, je suis assez d'accord avec ça. Donc, moi, j'ai envie de faire une vidéo un peu différente d'habitude. On va vraiment étudier en profondeur le calf kick. Premièrement, pourquoi ça fonctionne si bien. Et deuxièmement, peut-être essayer de comprendre pourquoi ça a mis autant de temps avant de devenir une technique super utilisée en MMA et qui devient de plus en plus exploitée, surtout depuis fin 2019, 2020 et surtout 2021 maintenant. Pourquoi ça a mis autant de temps. Donc avant de commencer, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne si bien. Donc premièrement, merci à Anto Erix de m'avoir fourni ce qu'on voit ici à l'écran et qui permet d'analyser ça plus en détail. Alors moi je vais essayer de vulgariser un maximum la chose. On va d'abord se concentrer sur l'aspect musculaire et puis on va se concentrer sur l'aspect nerveux. Donc, toute première chose, le low kick au-dessus du genou a toujours été présent dans les sports de combat, en MMA, en kickboxing, bon évidemment pas en boxe anglaise parce que c'est interdit. Et ça a toujours été considéré comme relativement efficace, même si de manière générale les juges ne voient pas ça comme une grosse arme. Donc quelqu'un qui va envoyer beaucoup de low kick va prendre moins de, de points aux yeux des juges que quelqu'un qui envoie beaucoup de jabs par exemple. Et même les très très bons low kickers comme José Aldo ou celui qu'on connaît très bien, Tarek Safidine, ils ont rarement finalisé grâce à leur low kick. Clairement, ça a été une arme dans leur carrière, clairement, clairement. Mais on a rarement vu, même sur Saint-Grand, des vraies finalisations sur des low kicks. Tarek Safidine contre Nate Marquardt, c'est ce qu'on retient du combat, mais ça va à la décision. José Aldo contre Uriah Faber, c'est ce qu'on retient du combat, mais ça va à la décision. Les finalisations sur les low kicks, c'est assez rare. On a vu évidemment, comment il s'appelle, Pat Barry, Edson Barboza, mais c'est tellement rare. Et une des raisons pour laquelle c'est rare qu'on finalise sur un low kick, c'est la taille du muscle. On vise le muscle du quadriceps, de la cuisse. C'est très très gros, donc ça met du temps à endommager. Et quand bien même on arrive à bien l'endommager, c'est pas là-dessus qu'on repose tout notre poids. Donc stratégiquement, on a toujours connu les low kicks comme étant une très très bonne arme face à des combattants qui se déplacent beaucoup. C'est notamment une stratégie que Dominic Cruz avait utilisée contre TJ Dillashaw qui se déplace beaucoup. C'est une stratégie que Henry Cejudo a utilisée contre Dominic Cruz parce qu'il se déplace beaucoup. Clairement, attaquer la jambe avant de l'adversaire ou même arrière dans la mesure du possible, c'est une stratégie intéressante contre quelqu'un qui se déplace beaucoup parce que qui dit jambe endommagée dit jambe plus lourde, ce qui signifie plus de temps de réaction et plus d'efforts pour se déplacer ou simplement pour envoyer des frappes ou même pour lutter puisque ça utilise beaucoup la jambe avant. Maintenant, on arrive dans une ère où, surtout en MMA, beaucoup moins en Muay Thai et en kickboxing, ici je vais vraiment me concentrer sur le calf kick en MMA. Je sais qu'il y a plein d'exemples en Muay Thai, mais ici on est dans une vidéo MMA. Le calf kick commence à prendre une grande part dans le monde du MMA et on va le voir pourquoi. Donc, comme je disais, ici ce qui est très important, on va commencer par ici. La tête de la fibula, anciennement appelée le péroné, c'est ici, c'est la petite boule, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, la petite boule qu'on a sur le côté du genou, qui est vraiment la tête haute. Enfin, la tête forcément c'est en haut, sauf quand on fait le poirier. C'est marrant de faire Dustin Poirier, poirier. La tête de la fibula se trouve donc, c'est la petite boule qu'on s'est tous touché sur le côté de notre jambe. En dessous, on a un petit muscle ici, le muscle long fibulaire, et devant, donc le muscle devant qui passe légèrement, on va dire, sur le côté du tibia et qui protège notamment l'extérieur du tibia, c'est le muscle tibial antérieur. Donc ça c'est assez important de, de, de les situer, de voir où est-ce qu'ils se trouvent sur la jambe parce que clairement, ce sont des muscles beaucoup plus petits que ceux de la cuisse. Et donc, quand on va les attaquer, ils vont être plus rapidement endommagés. Et en plus de ça,
ils soutiennent clairement le poids d'un combattant. Une fois qu'on s'appuie sur notre jambe avant, ces muscles-là sont exploités. Donc quand ces muscles sont endommagés, les mouvements sont beaucoup plus compliqués. Ça fait mal quand on met du poids sur la jambe avant. Ça demande plus d'efforts justement de mettre du poids et enlever le poids. Donc quand on envoie une frappe et qu'on déplace sa masse musculaire vers l'avant, vers la jambe avant, ça va mettre plus de temps de désengager. Et donc quand un combattant comme Conor McGregor qui surengage beaucoup dans son direct, ben ça lui met beaucoup plus de temps de désengager, ce qui laisse une ouverture sur le check hook. Ok, ça c'est la partie musculaire. La partie que je veux vraiment aborder ici, c'est la partie nerveuse. Pourquoi? Parce que, alors de manière très vulgarisée, le rôle d'un nerf, c'est d'assurer, entre autres, la communication entre forcément le cerveau et un muscle. Donc, un nerf endommagé rend la tâche très compliquée, voire même impossible, de communiquer et d'envoyer un signal au muscle. Donc un muscle qu'on ne sait plus contracter ou relâcher, ça va enlever toute la mobilité des membres auxquels il est lié. Par exemple, pour ici, si le nerf fibulaire commun, dont on entend beaucoup parler dernièrement ici, si ce nerf-là est endommagé, les deux muscles dont je viens de parler, le muscle long fibulaire et le muscle tibial antérieur, seront compromis. Donc la contraction, la rétraction, le relâchement du muscle seront complètement compromis si le nerf fibulaire commun est endommagé. À quoi servent ces muscles quand on les contracte et quand on les relâche? C'est surtout la mobilité de la cheville. C'est là-dessus que ça joue le plus beaucoup. Donc si mes muscles, si je suis ultra fatigué ou quand on se fait un petit juif, c'est exactement la même chose. Le nerf sera touché. Pendant un laps de temps, on va avoir du mal justement à avoir une bonne mobilité du poignet. C'est la même chose ici. Donc une fois que ce nerf est touché, endommagé, il y a le syndrome du foot drop qu'on appelle en anglais. C'est vraiment l'impossibilité en fait d'avoir la mobilité dans la cheville, donc de monter le pied, de lever le pied, ce qui est nécessaire pour se déplacer. Et c'est ça qu'on a vu dans vraiment beaucoup de combats. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de ce nerf? C'est parce que c'est un des rares nerfs qui passe et qui est très très accessible et qui est très peu protégé par un muscle. Notamment, je vais prendre un bête exemple, je sais pas, non, on ne le voit pas, mais le nerf de la sciatique est fort protégé par la cuisse, il est difficile d'accès. Ici, le nerf fibulaire commun, on va le voir en fait sur le schéma de droite, il passe ici. Donc ici, il passe vraiment à côté de la tête de la fibula. La tête de la fibula, je peux plus dessiner quand je suis en zoom. Non. Bon, c'est pas grave, je vais dézoomer. La tête de la fibula, elle est ici et le nerf passe sur l'extérieur. Et il n'y a pas de muscle ici, c'est que de la peau. Ce qui fait que quand on va envoyer une frappe là, non seulement le nerf n'est pas protégé par un muscle, mais en plus de ça, il n'y a pas d'effet coussin entre le nerf et l'os. Ce qui fait qu'il y a un genre de pincement et c'est facile de rapidement, avec un seul kick, endommager ce nerf qui va du coup compromettre tout le reste du bas de la jambe, notamment la mobilité de la cheville. Donc ici, je voulais juste zoomer pour montrer que le nerf fibulaire commun, il passe vraiment à côté de la tête de la fibula et il est ultra accessible. Mais aussi, il se divise en deux. Donc ici, on voit qu'il se divise en deux. Il y a d'un côté, donc plus proche du tibia, on va dire, le nerf fibulaire profond et le nerf fibulaire superficiel qui passe plus sur le côté. Ceux-ci sont accessibles, ils passent dans les petits muscles dont on a parlé tantôt, donc ils sont moins accessibles, on va dire, que le nerf fibulaire commun, mais il reste facile à endommager quand on attaque justement les petits muscles, le muscle long fibulaire et le muscle tibial antérieur. C'est pour ça, en gros, que les calf kicks sont si efficaces. C'est parce que c'est facile dans cette zone-là d'endommager soit le nerf, soit un muscle. Et ça pose problème en combat. Ok, donc ça c'est pour les calf kicks. Maintenant on va faire un peu d'histoire et essayer de comprendre pourquoi ça a mis autant de temps à venir dans le monde du MMA. Donc pour commencer, comme je disais, le low kick, une technique classique qu'on connaît tous. Ici je vais simplement faire un tout petit peu de logique par rapport à ça. Ici on a Ernesto Host qui est vraiment considéré comme Monsieur Low Kick, la légende du kickboxing.
On s'est beaucoup inspiré d'Ernesto Host pour enseigner le low kick parce qu'il avait vraiment cette logique. Un low kick est efficace surtout quand le poids de l'adversaire est sur sa jambe avant. Si le poids de l'adversaire est sur sa jambe avant, bah, notre low kick aura plus d'impact et surtout ce sera beaucoup plus difficile de le défendre parce que les défenses classiques, on va dire, du low kick, sans parler de contre évidemment, c'est soit de retirer la jambe, donc pour ça il faut être léger sur ses appuis pour pouvoir bouger et désengager, soit de checker, donc de lever sa jambe avant pour faire un tibia contre tibia ou un genou tibia, peu importe. Encore une fois, il faut être léger sur cette jambe d'appui. Ernesto Host a développé un jeu où il arrivait à chaque fois envoyer un low kick au moment où le poids de son adversaire était sur la jambe avant. Il y a plein de stratégies là-dessus, je ne vais pas faire une vidéo complète, notamment envoyer un crochet avant à notre adversaire va faire que son poids se dirige sur sa jambe avant. Donc ici, on va voir un Ernesto Host qui envoie un double crochet avant. On voit que son adversaire veut lever sa jambe avant pour checker le kick, mais à cause du crochet, son poids se déplace sur cette jambe avant, il est obligé de la déposer et d'encaisser le low kick. Donc, on va voir l'action ici. Hop, je vais remettre un tout petit peu en arrière. Ça, c'est l'avant, Chris. Voilà, donc ici on voit vraiment, hein, donc l'athlète a son pied levé, on a Ernesto Host qui vient envoyer un crochet au corps, ma flèche ne vise pas très bien, et du coup son poids va se diriger vers sa gauche, donc vers sa jambe avant, il va être obligé de la déposer et le low kick va arriver juste après. Ici, crochet, jambe déposée, low kick qui vient toucher. Une autre stratégie, c'est sur l'attaque, donc ici c'est Mark Hunt, qu'on connaît tous évidemment. Sur un direct, donc ici on a un direct de Mark Hunt. Forcément, quand on envoie un direct, on envoie notre poids vers l'avant. Donc notre poids est sur notre jambe avant. Ça permet de contrer avec un low kick. Ça, c'est une stratégie qui a été fort utilisée par Tarek Saffiedine tout au long de sa carrière et qui a bien fonctionné pour lui. Autre stratégie, quand l'adversaire avance, si on fait un step vers l'avant, automatiquement, on envoie on appuie sur notre jambe arrière pour avancer notre jambe avant. Quand on avance notre jambe avant, on amortit le peu de poids qu'il y a dessus, mais on l'amortit quand même, ce qui fait que notre pied est ancré dans le sol. Parfait moment pour envoyer un low kick, ça touche. Il y a plein d'autres exemples. Quand l'adversaire envoie un low kick, forcément il a tout son poids sur sa jambe d'appui, qui est sa jambe avant. Donc si on arrive à défendre le low kick et à envoyer un kick par derrière, c'est parfait. Ernesto Host c'était vraiment au top niveau pour faire ça. Donc, ici aussi, au clinch, évidemment au clinch on a beaucoup de poids sur les deux jambes. Ça fonctionne bien. Tout ça pour dire, le low kick, il y a toute une stratégie derrière et jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se concentrait sur des low kicks entre le genou et le bassin. Maintenant, on a les low kicks, donc les calf kicks, qui se concentrent sur tout ce qui est en dessous du genou, donc du genou jusqu'à la cheville. Pour un peu faire l'histoire du calf kick en MMA, je vais me baser sur mon expérience. Donc encore une fois, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, ce que je dis, ce n'est pas 100% la vérité, c'est sur base de mes recherches. Ici, j'ai fait quelques recherches, mais je me suis surtout basé sur mon expérience. Mon expérience à moi, c'était la première fois que j'ai vraiment vu, ou en tout cas que j'ai vraiment apporté mon attention sur les calf kicks, c'était lors de Ben Henderson contre Frankie Edgar en 2012, quand Ben Henderson a gagné la ceinture, a pris la ceinture à Frankie Edgar. C'est la première fois où vraiment, j'avais déjà vu des calf kicks avant, mais j'avais plus l'impression que c'était un low kick raté parce que ça a visé trop bas. Ici, on voyait que c'était dans la stratégie Ben Henderson et ça a bien fonctionné. Donc en 2012, c'est la première fois où je me suis dit, tiens, ça c'est une nouvelle technique qui est très intéressante et je m'attends à la voir plus souvent. Donc ici, on va le voir sur Frankie Edgar, on voit vraiment l'efficacité, hein, ça déséquilibre complètement Frankie Edgar. Ici on a un genre de knockdown. Le combat d'après contre Ned Diaz quand il défend sa ceinture, pareil, il revient avec ses calf kicks. On est toujours en 2012-2013 et donc à cette époque-là, je me suis dit ok, il y a quelque chose de nouveau qui va débarquer en MMA. Merci Ben Henderson. Pour moi, c'était l'initiateur. Jusqu'à faire cette vidéo, je me suis dit Ben Henderson, pour moi, c'est celui qui a vraiment lancé le calf kick en MMA, même si ça a mis du temps, et on va y revenir, ça a mis du temps pour s'instaurer de plus en plus en MMA. On était en 2012 et là j'ai fait un peu mes recherches et je me suis dit tiens, quel est le premier qui a vraiment envoyé des calf kicks en MMA? Et là je suis tombé sur Ricardo Arona, donc là je vais mettre un petit highlight, Ricardo Arona, et d'ailleurs ici si vous ne connaissez pas Ricardo Arona, vous connaissez celui sur la droite, c'est Alistair Overeem avant qu'il mange beaucoup de steak de cheval. Donc ici, calf kick, knockdown. Contre Wanderlei Silva, donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Ricardo Arona, ici on est en 2005-2006 au Pride,
On a Wanderlei Silva en face, qu'on connaît évidemment plus grâce à son parcours à l'UFC. Beaucoup de calf kick. Beaucoup de calf kick. Et voilà, donc tous ceux qui ne connaissent pas Ricardo Arona, peut-être que vous le connaissez grâce à ce highlight. Malheureusement pour lui, il est fort connu parce qu'il s'est fait mettre KO sur un énorme slam de Rampage Jackson. Ok, tout ça pour faire un peu de théorie, pour un peu nager dans ma culture. Hein, comme je disais, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Bon voilà, mais tout ça pour dire qu'en 2005-2006, on avait déjà un Ricardo Arona qui utilisait beaucoup de calf kick dans son arsenal, mais c'est le seul, ça n'a pas vraiment pris. Et donc pour moi, il a fallu attendre 2012 pour commencer à voir de plus en plus de calf kick grâce à Ben Henderson. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'en 2013, 2014, ça n'a pas spécialement, en tout cas de mes souvenirs, pas vraiment. Le premier qui a vraiment intégré ça dans son arsenal, c'est Jeremy Stephens. Parce qu'à mon avis, on disait beaucoup que les calf kicks, c'était beaucoup plus facile à checker. On va voir que non, pas spécialement. Et même en les checkant, il y a un risque qui est lié à ça. Donc clairement, Jeremy Stephens, c'est un peu un fou. Il n'a pas peur de faire un tibia contre tibia. Et donc lui, il avait en 2015 commencé à vraiment intégrer ça dans son arsenal classique. Ici, on le voit contre Denis Bermudez. Très très beau calf kick. Ici, on voit vraiment la réaction défensive de Bermudez. Hein. On voit que ça touche bien, ça fait mal. On voit rarement des réactions de douleur sur un low kick comme ceci. On le voit évidemment avec une répétition, une longue répétition, mais sur un calf kick isolé, c'est très rare de voir une réaction comme ça. Et alors pour moi, là où ça aurait dû vraiment exploser, parce que pour moi, ça c'est la performance du calf kick par excellence, c'est Lorenz Larkin en 2016 contre Neil Magny. Clairement, il a gagné ce combat grâce au calf kick et c'était une performance juste incroyable. Donc ça, je vais laisser aller. On voit que Neil Magny ne les aime pas du tout. Calf kick, calf kick, calf kick, c'était une incroyable performance. Peut-être que ça n'a pas pris, j'ai pas l'image là, mais ici je me rends compte qu'on va peut-être le voir. La grosse tache de sang. Donc clairement, après la performance, après ce combat, Lorenz Larkin avait son tibia en sang, mais bon, il a gagné. En voyant ça, peut-être que certains athlètes de MMA se sont dit ah ouais, ça fonctionne super bien, mais il y a un réel risque de se blesser soi-même en voyant beaucoup. Quoi qu'il en soit, magnifique performance ici de Lorenz Larkin. Et de nouveau, 2017 ici, encore une fois, Jeremy Stephens. Alors ça, je voulais le montrer parce que regardez. Hein. Il reste 1 minute 46 dans le premier round, donc on est encore en début de combat. La boule que Gilbert Melendez a à son tibia, et pourtant Gilbert Melendez, c'est un dur à cuire. Hein. Low kick, enfin calf kick plutôt, low kick, et hop, c'est un genre de knockdown. En tout cas, Melendez va s'asseoir. De douleur, regardez ici. Après 6 calf kick, on a un Melendez qui tient plus sur sa jambe. Après 6 low kick à la cuisse, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose de similaire. Peut-être Pat Barry en heavyweight a pu faire ça, mais là c'est vraiment la première fois qu'après si peu de kick quelque part à la jambe, on est un knockdown, quelqu'un qui tient plus dessus. Donc là, au final, il l'a quand même bien tenu. Là, de nouveau, calf kick, Gilbert Melendez vient se mettre au sol. Donc, fast forward 2017 vers 2020. La première fois où moi j'ai entendu parler du nerf fibulaire commun, c'est après ce combat-là. Bah, j'ai mis pause au bon moment. Donc ici on voit ça touche juste sur le côté du genou. C'est pas un énorme low kick, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Le low kick paraît vraiment anodin. Ah, d'ailleurs, j'avais pas mis la pause vraiment au bon moment parce que son pied a remonté après, mais on voit pas très bien. Mais on voit que ça touche vraiment à la tête du fibula. Et puis ça remonte un peu, mais peu importe, ça claque simplement la tête du fibula, donc là où le nerf est complètement disponible. Ça c'était en 2020 et c'est la première fois où moi personnellement j'ai entendu parler de ça. Et là vous voyez, le foot drop c'est ça, hein, c'est vraiment, regardez le pied arrière de Sean O'Malley pour ceux qui ne se souviennent pas du combat. On est donc 5 secondes après le kick, hop, ses orteils traînent, son pied se plante, il n'y a plus de contrôle du pied. On voit qu'il a du mal. Ici, quelques secondes plus tard, il fait une feinte de kick. On ne voit pas son pied, mais on voit qu'il trébuche parce qu'il n'a plus le contrôle de la mobilité de sa cheville. Ici, pareil. Hein. Hop, ici, il veut attaquer. Aucun contrôle de la mobilité de sa cheville.
et il va se blesser, entre guillemets, on a l'impression qu'il se blesse lui-même. Hein. Hop, il tombe. C'est le début de la fin et c'est à partir de là qu'on en a vraiment parlé de ce nerf qui passe à la tête de la fibula. Encore une fois, je me suis permis de faire des recherches parce que je me souvenais, ça m'a fait tilt dans ma tête, que Jamie Warner avait déjà eu ce symptôme. Mais dans mon souvenir, j'avais l'impression que, et d'ailleurs je suis allé voir sur Wikipédia, on a considéré la victoire de James Krause, ici à ma gauche, comme une victoire due à une blessure à la cheville de Jamie Warner. Et on va voir pourquoi, ça paraît effectivement logique. Il y a le low kick, et c'est là où je dis, c'est checké, ok, mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il touche ben, entre les deux muscles, j'ai l'impression qu'il touche un peu les deux muscles, donc le muscle tibial antérieur et celui qui est plus sur l'extérieur. Le nerf est également très accessible à ce moment-là. Donc ici, on a un low kick qui est checké, mais on touche vraiment à cette zone où il y a peu de tissu musculaire pour protéger le nerf et directement la réaction. Vous voyez, hop, on va revenir en arrière. Le pied de Jamie Warner qui a exactement la même réaction que celui de Sean O'Malley dans le combat précédent. Moi, en live, quand j'avais vu ça, j'avais l'impression simplement qu'il avait mal redéposé son pied après avoir checké le kick à cause de la puissance du kick et que du coup, ben, dans cet échange-ci, ben, il s'était blessé la cheville. Et en fait, non, on va voir que pendant tout le combat, il a vraiment ce syndrome du foot drop, donc il n'a plus aucun contrôle de ce pied gauche. Allez. Ici, soyez bien attentifs au pied ici, il envoie une frappe, et il n'a aucun contrôle, il n'arrive pas à remonter son pied. Donc là, on a envie de contracter le muscle pour remonter le pied et le mettre à plat. Mais comme son nerf est endommagé, il n'y a plus de réactivité, le cerveau n'arrive plus à communiquer avec le muscle. Ici, pareil. Hop, petit échange. Hop, hop, on va revenir en arrière. Donc, on fait toujours attention à ce même pied. Hein. Là, le pied qui est à plat, on avance et il n'arrive pas à le remettre à plat. Donc, il n'arrive pas à monter sa jambe pour déposer son pied à plat ici devant. Ce qui fait qu'il est obligé de tomber. Et entre le premier round et le deuxième round, le combat s'est arrêté. Donc, ici, je remonte au ralenti. Je pense qu'on va avoir un autre angle. Ici, il essaye d'avancer, son pied ne réagit pas. Wouah, de nouveau, ce symptôme. Incroyable. Ouais, j'ai mis tous les ralentis, comme ça on le voit bien. Ah, donc ça, c'était en 2014. Donc clairement, on a vraiment eu droit à cet exemple-là en 2014. Mais je pense que, en tout cas, je ne me souviens pas. Peut-être que des kinés qui ont vu le combat avaient réagi par rapport au fait que ce n'était pas une blessure à la cheville. La blessure à la cheville est venue justement à cause de ce nerf endommagé qui empêchait une bonne mobilité de la cheville. 2018, Mighty Mouse contre Cerudo. Hop, de nouveau ce calf kick. Là, donc on voit bien, on vient toucher au mollet, le calf kick. Ça touche directement après. Regardez le pied avant de Cerudo. Hop, les orteils qui se plantent dans le sol. De nouveau, on voit vraiment qu'il a un problème de gérer les déplacements de son pied avant. Yep. Ici, on est en 2018, donc on se demande, ok, bah, c'est à partir de ce moment-là que ça devrait prendre, mais par contre, étant donné que Cerudo a récupéré toute la mobilité de sa cheville et est venu pour gagner, au final, il gagne une split decision, peut-être que c'est pas resté dans nos têtes, et encore une fois, cette technique n'a pas explosé à partir de ce moment-là. Par contre, maintenant, on est en 2019, 2020, on a tout le monde qui commence à l'utiliser. Volkanovski contre Max Holloway, Justin Gaethje qui l'a complètement dans son arsenal, Alex Perez qui gagne son combat, et donc c'est là où je veux en venir. Hop, pardon. Autant James Krause avait gagné grâce à ça contre Jamie Warner, Chito Vera contre Sean O'Malley, c'était en 2020. Maintenant, on avait déjà vu ces calf kicks, Ben Henderson qui étaient utilisés, mais ça ne menait pas directement à la victoire. On voyait ça plutôt comme un des éléments, un des facteurs qui menait à la victoire. Aujourd'hui, et depuis 2019-2020, on voit clairement que cette technique est utilisée et ça mène à la victoire comme un gros KO à la tête ou comme un KO au foie. C'est la technique qui mène vraiment à l'arrêt de l'arbitre. Donc ici, Alex Perez contre Formiga. Ici, on a un low kick. On est dans le premier round. Hein. De nouveau, ce low kick qui paraît pas puissant. Calf kick. Alors, il y a quelqu'un qui avait commenté, c'est bizarre de faire l'amalgame entre low kick et calf kick. Ça reste un low kick. Hein. Certains disent low kick ou calf kick. Évidemment, c'est plus précis, mais à l'époque, un low kick que tu touches au-dessus du genou ou en dessous du fessier, ça reste un low kick. Donc voilà. Mais c'est vrai que je dois être plus précis.
Donc ici, ça paraît être un bête calf kick, ça touche à peine. Dans le premier round, arrêt de l'arbitre. Donc on en arrive à McGregor contre Dustin Poirier. Ici, je voulais le montrer parce que on voit un McGregor qui essaye de checker. Et malgré qu'il check, c'est pas vraiment un tibia contre tibia, ça vient quand même toucher le muscle tibial antérieur. Donc, ça l'endommage quand même. Donc, c'est là où je dis, on avait un Jamie Varner qui essaye de check un low kick, ça touche quand même et ça endommage son nerf. Ici, on a un McGregor qui vient essayer de checker, donc on voit bien, son pied il sort bien, on a le bon angle, mais malgré tout, comme c'était déjà endommagé, comme il avait déjà encaissé à ce niveau-là, bah, c'est lui qui a eu plus mal dans cette séquence que Dustin Poirier évidemment. Si à partir du premier calf kick, on va checker, peut-être que l'adversaire va y réfléchir à deux fois. Mais là, clairement, McGregor, on avait déjà encaissé plus d'un. Donc ici, quand il l'encaisse, bah, sa jambe était déjà compromise et bah, ça lui a fait mal. Donc on sentait qu'il était lourd sur sa jambe d'appui. Et ici, je vais revoir la séquence du début de la fin parce que j'ai l'impression, dans mon autre vidéo, j'avais mis, c'est vraiment le check hook, le début de la fin. Et je crois que le check hook, clairement, on le sonne. Mais il y a une toute petite réaction que j'aimerais voir au ralenti ici. Le calf kick. Alors, on le voit pas très très bien, mais bon, clairement ici, il y a le check hook. Le check hook, ça le sonne. Ça, c'est clair et net. Mais on va juste voir. Il vient d'envoyer un calf kick, hein, là. Donc ici, on a le calf kick de Sim Poirier. Comme je disais, McGregor surengage, comme sa jambe avant est fort endommagée, enfin en tout cas les petits muscles devant le tibia et sur le côté sont fort endommagés, il est lourd sur cette jambe. Et là, il va juste avoir une petite réaction, comme Sean O'Malley et comme James Krause, où on voit qu'il a plus trop le contrôle de la cheville, et c'est peut-être pour ça qu'il met autant de temps à reprendre son équilibre, à se remettre en 50-50 entre ses deux jambes, ce qui laisse l'opportunité à Dustin Poirier de venir prendre le centre. Ici, je vais vraiment montrer, je peux faire en demi. Alors, faites juste gaffe à la jambe avant de McGregor. Ah, ici, on a vu, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais là, il tremblote un peu sur sa jambe, comme si ça répondait plus comme il voulait. Et voilà, début de la fin. Donc, juste pour dire, clairement, je l'avais déjà dit, les calf kicks, c'était un des facteurs de la raison de la victoire de Dustin Poirier. Pour moi, le début de la fin, c'est le check hook. Évidemment, la raison principale, c'est parce que Dustin Poirier était meilleur ce soir-là et parce qu'il est venu avec une bonne stratégie. Mais j'ai l'impression que la combinaison des deux, là, dans cette séquence, fait qu'il a pu aller chercher la finalisation juste après. Le check hook a un peu sonné. La jambe de McGregor répondait plus super bien. Donc McGregor s'est retrouvé dos à la cage, ce qu'il n'aime pas du tout. Ok, on va essayer de clôturer cette longue vidéo sur le calf kick. C'est ça que je disais, j'aime bien maintenant parce qu'il y a des combats, ici on est au Dana White Contender Series de cette année, il y a des combats maintenant qui se finissent sur les calf kicks. Vraiment ici c'est une très très belle performance, le calf kick. Alors on se dit toujours, bah si j'ai mal à ma jambe avant, je la mets derrière. Alors, vous allez m'appeler Chris le théoriste du MMA. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi depuis assez longtemps. Pour moi, depuis 2015 au moins, tous les combattants de MMA devraient se concentrer sur leur capacité à combattre dans les deux gardes. Pour plusieurs raisons. Je vais faire une comparaison qui n'est pas exactement la bonne, mais malgré tout, vous allez comprendre la logique. John Danaher a dit, maintenant il s'est spécialisé, on va pas dire spécialisé, mais en tout cas il met énormément d'importance dans les attaques, les leg locks, les attaques aux jambes, parce que pour lui c'est con de laisser de côté 50% du corps humain. Et clairement en grappling c'est important, il y a beaucoup de soumissions entre des jambes, clés de cheville, clés de talons, clés de genoux, etc. Comme il y en a beaucoup au-dessus du corps, et c'est con de laisser de côté et de ne pas se concentrer sur 50% du corps humain. C'est son quote à lui. Debout, c'est un peu en lutte, c'est un peu la même chose. Au début, on avait le MMA, il y avait les lutteurs, et puis les strikers, et puis les grappleurs. Et en fait, les lutteurs, ils aimaient bien. D'ailleurs, on le voit statistiquement, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'amener au sol à l'ouvert, donc sans l'aide de la cage. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'amener au sol à partir de la gréco-romaine contre la cage. Et ce serait con de ne pas apprendre les amener au sol à la cage, puisque c'est une grosse partie du MMA. En pied-point, c'est un peu pareil. Ce serait con de savoir combattre que en droitier ou que en garde fermée. Pour moi, c'est important de savoir combattre dans les quatre dynamiques. En tant que gaucher en garde fermée, en tant que gaucher en garde ouverte, en tant que droitier
en garde fermée et en tant que droitier en garde ouverte et aussi dans la dynamique où moi je change et mon adversaire change. Je dis pas qu'il faut être comme tous des TJ Dillashaw ou des Dominic Cruz qui basent leur jeu sur le fait de beaucoup switcher, mais on peut être tous des Max Holloway. Max Holloway, pour moi, c'est un pur droitier qui a développé un jeu dans lequel il est capable de switcher, de travailler en gaucher, etc., etc. Et cetera. Et il y a plusieurs situations où ça s'avère être important, notamment quand la jambe avant est fort endommagée, eh ben, ça peut être pas mal de savoir travailler dans les deux gardes. Surtout que, on le dit tout le temps, il faut conditionner. En MMA, on conditionne nos jambes à encaisser des low kicks. Donc si à l'entraînement on est toujours en droitier, notre jambe gauche elle est conditionnée à recevoir des low kicks, mais une fois qu'elle est compromise en combat, on va vouloir la mettre derrière, mais on va prendre deux low kicks sur notre jambe droite et on n'est pas habitué à ça, et puis ça va être endommagé également. C'est un peu le cas dans ce combat-ci. Moi, voilà, c'est juste une théorie. Pour moi, on va pouvoir en discuter. D'ailleurs, ça ferait bien partie d'un débat. C'est important de savoir combattre dans les deux gardes, notamment pour savoir changer la dynamique dans le combat et notamment pour savoir défendre aussi ce genre de situation. Ici, on voit, on a Braden qui a la jambe gauche, qui est normalement sa jambe avant, qui est complètement endommagée. Il passe en gaucher du coup. Et ici, très chouette, on a un Romero qui vient envoyer deux calf kicks à la jambe gauche et on voit directement que Braden n'y est pas habitué. Et maintenant, ces deux jambes sont complètement compromises. Si tu sais plus t'appuyer sur la moindre jambe, ton combat est clairement foutu. Alors, je voulais finir sur Gutiérrez. C'est un combattant qu'il faut vraiment suivre de près. Il a vraiment des énormes low kicks. Ici, on le voit, hein, on en parle carrément sur Twitter. Pendant tout le combat, il a complètement annihilé la jambe de Morales. Ici, on va voir un super beau calf kick. Ici, on a un Morales qui passe du coup en gaucher. Et là, on le voit, la réaction, il est en gaucher. On attaque du coup la jambe avant. Donc Gutiérrez, il s'en fout. Il a beaucoup endommagé la jambe gauche. Bah, je m'en fous, tu passes en gaucher, j'endommage maintenant ta jambe droite. Si t'as aucune des deux jambes qui fonctionne, voilà, ça va devenir compliqué pour toi le combat. On a vraiment un Morales qui est resté dans ce combat le plus longtemps possible. Là, on attaque de nouveau la jambe droite et on voit il est en difficulté sur ses appuis, même s'il essaye de checker. Et voilà, c'est ça que je voulais montrer. C'est ça que je voulais dire. Donc, comme on a vu dans l'anatomie, même si on check, ça va être difficile de faire un vrai tibia contre tibia. Il y a le muscle le tibia à l'intérieur qui va encaisser le coup. Donc si la jambe est déjà endommagée, ça va aggraver la situation. Ici, on a un Morales qui va du coup essayer de désengager. Et ce que j'aime bien, il ne va pas désengager en restant droitier. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir passer d'une garde à l'autre. Parce que quand on reste en droitier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du poids sur notre jambe avant pour reculer le pied arrière et puis pour rapatrier le pied avant. Ça a du sens. Et donc, ce qu'on fait quand on désengage comme ça, c'est souvent 10 cm ou 15 cm. On ne va pas faire un pas d'un mètre en arrière. Donc, on désengage, mais pas beaucoup. En sachant que quand on envoie un calf kick, on va viser pour que le tibia touche. Si je recule de simplement 10 cm, j'ai quand même un risque d'encaisser de la pointe du pied, qu'il y ait une claque du pied. Et on l'a vu, comment il s'appelle, Chito Vera, c'est vraiment une claque du pied qui a endommagé la jambe de Sean O'Malley. Alex Perez, pareil, c'était une claque du bout du pied qui a finalisé le combat contre Jussier Formiga. Donc, désengager, il faut vraiment désengager pour pas avoir la moindre touche, même pas le bout des orteils. Et donc ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que plutôt que mettre du poids sur la jambe avant pour reculer le pied qui se fait en deux temps et qui ne fait reculer que de 10 cm, c'est intéressant de faire juste un step back, de passer de droitier à gaucher, parce que là, on recule de la distance, enfin de l'écart qu'on a entre nos deux pieds, qui généralement est de, je dirais, 45-50 cm, donc c'est intéressant. Même si c'est pas pour désengager sur un low kick, mais pour désengager en anglaise ou face à un blitz, ça fait vraiment une grosse différence de distance et c'est très intéressant. En plus de ça, tu sais changer d'angle en même temps, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc je reviens à mes moutons, ici on a un Morales qui intelligemment vient justement désengager complètement en passant en gaucher. Et donc ça c'est bien joué. De nouveau ici il le fait. Et donc que fait Gutiérrez, c'est très très intéressant. Il feinte. Je vais revenir parce que c'est super beau, ça j'adore. Hein. Donc ici on a un Morales qui est en droitier et Gutiérrez qui sait qu'en feintant son calf kick droite,
Morales va passer en gaucher. Il sait aussi que plus tôt dans le combat, il avait endommagé déjà la jambe droite. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va feinter son kick, il va passer lui-même en droitier et puis il va envoyer un calf kick à l'autre jambe. C'est super bien pensé, super beau. Bah, stratégiquement, j'adore. Et fin du combat. Ok, donc c'est ça que j'aime bien quand il y a une nouvelle technique qui explose comme ça, c'est comment les gens vont s'adapter. Donc clairement, il faudra trouver un moyen de les défendre et laisser l'autre endommager notre jambe avant et puis la mettre derrière. Clairement, c'est pas une option parce que l'autre va attaquer la nouvelle jambe avant et ça va être encore plus rapide pour l'endommager. Ici, on a déjà vu désengager, c'est une très bonne option, mais face à quelqu'un contre Guy Thérèse qui sait combattre dans les deux gardes, il va simplement switcher et attaquer l'autre jambe. Donc c'est vraiment intéressant de voir l'avenir de ces techniques. J'attends vos opinions par rapport à ça. Moi, en tout cas, il y a un truc que j'attends avec impatience, c'est un KO comme Andy Rugg avait fait, un spinning low kick, boum, là c'est à la cuisse, mais ça finit le combat. J'ai trouvé ça superbe. Il y en a un qui l'a fait en MMA en calf kick, donc en spinning calf kick, c'est Lorenz Larkin contre Tumenov, mais ça n'a pas fini le combat. J'ai vraiment hâte de voir si quelqu'un serait capable de le faire. Boum, ah, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est une très belle manière de finir ma vidéo. Donc ici, fin de low kick, spin, pap, spinning calf kick. Magnifique de Lorenz Larkin. Voilà, c'est tout pour mon étude du calf kick. Je pense qu'on a fait le tour. Donc merci à vous d'avoir suivi. J'ai pas fait de pub en plus pendant cet épisode. J'espère que ça vous a plu sans pub, mais du coup je vais la faire maintenant pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Likez, commentez, partagez, achetez mon livre. C'était Chris Genacht. À très bientôt.